Bonjour à tous, merci d'être venus voir ce talk de l'infra à la config Ascon en 3 temps. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Donc déjà pour me présenter, je suis Yann Chepins, donc je suis tech lead chez OnePoint depuis maintenant 4 ans, bientôt 5. J'ai à peu près 14 ans d'expérience derrière moi, d'abord dans le web et ensuite un peu plus dans le DevOps, parce que forcément j'ai été amené à utiliser des forges logicielles. En 14 ans, j'ai industrialisé un paquet de projets. J'en ai fait quand même pas mal, sur pas mal de technos différentes aussi. Alors surtout du PHP au début, mais j'ai fait du Java, du Python, etc. Pas mal de Node.js aussi dernièrement. J'ai aussi déployé pas mal d'applications, d'abord à la main. Vous voyez, il y a 14 ans, la CD, c'était pas ouf. Et maintenant, on le fait un peu plus as code. Donc j'ai utilisé malgré tout pas mal de forges logicielles différentes. Mais en réalité, j'en avais jamais déployé ou maintenu moi-même de forges logicielles. Et ça allait changer. Déjà, une forge logicielle, on va définir rapidement qu'est-ce que c'est. Alors ça, c'est très joli, hein, c'est une forge, on aimerait bien travailler là-dedans. Mais globalement, dans l'IT, une forge logicielle, c'est un ensemble d'outils en fait, qui va permettre de simplifier un peu la vie des développeurs. Ça va nous permettre d'assurer la qualité, la non-régression, la sécurité, vous connaissez un peu l'histoire. Ça va nous permettre de construire, builder, livrer, déployer. Et moi, personnellement, j'ai un petit plaisir, ça va aussi pas mal embêter les équipes de réalisation. La qualité, ils n'aiment pas trop ça. Et ça, c'est très joli comme image, mais en réalité, dans notre métier, ça ressemble plutôt à ça. Alors ça, c'est sympa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le tableau périodique DevOps. Alors c'en est un, il y en a plusieurs qui existent aujourd'hui. Et là, on voit avec tous ces outils-là qu'on a du choix malgré tout. Et en tant que bon bidouilleur, moi, je vois surtout plein de jouets avec lesquels je vais pouvoir m'amuser. Mais en réalité, c'est quoi, concrètement? Généralement, c'est plutôt ça. On va pas se mentir, la base de nos forges logicielles, c'est un dépôt de code. Alors là, j'ai mis du GitLab, ça va être dépôt d'artefacts, ici de l'Artifactory, et un outil d'analyse de qualité de code. SonarQube pour la plupart du temps, même si c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont un peu mieux pour d'autres technos. Alors j'exagère, hein, mais réellement, c'est vraiment plutôt ça. Et là, je me dis, bon, ok, on a une forge logicielle, on va avoir 3 outils à déployer, c'est plutôt cool, ça va pas être compliqué. Et du coup, notre forge, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme tout bon développeur ou ops relativement feignant, on se dit, on va prendre du as a service. C'est quand même vachement pratique, on n'a rien à gérer, ça se fait tout seul. Et là, on demande du coup aux équipes d'infra et ils nous disent, non, en fait. Non, on va pas faire de SaaS. Pour des questions de sécurité, on peut pas. Du coup, on va faire du on-premise. Là, on va commencer à rentrer un petit peu dedans. Donc, ça veut dire qu'on a une infrastructure à monter. Ok, bon, c'est cool, c'est pas grave, on va mettre un Kubernetes parce que ça va être plus sympa, c'est un outil qui est en vogue, ça nous simplifie la vie malgré tout. Et puis, en plus, notre hébergeur le propose, donc pas de gestion de VM, non. Non, les équipes de sécu nous disent, on ne connaît pas, on n'y va pas. Très bien, bon, on va faire quoi? On va avoir de la VM, c'est sûr. On a quand même réussi à négocier pour avoir du Docker, donc on se dit, ok, c'est cool, ça va quand même nous permettre de gérer tout un tas de problématiques, nous éliminer tout un tas de problématiques à gérer. C'est pas grave, ça va le faire. Puis là, l'équipe de sécu nous dit, on a oublié de vous dire un truc, par contre, c'est que vous n'allez pas avoir d'entrée depuis Internet. Alors ça déjà, c'est un peu relou. Une forge logicielle qu'on ne peut pas utiliser, c'est pas pratique. Et c'est surtout que vous n'allez pas pouvoir avoir de sortie vers Internet. Alors comment vous allez provisionner des trucs sans avoir accès au dépôt Debian, au dépôt Docker, tout ça. Bref, là on leur dit les gars ça va pas être possible. Du coup on va quand même trouver une solution. On va avoir pour les entrées un petit firewall avec du whitelisting d'adresse IP. Donc globalement pour les infra internes mais aussi pour ceux qui font du télétravail. Alors pour le coup pour le télétravail on n'a pas inscrit les adresses IP de tout le monde. On a quelques développeurs quand même donc c'était un peu compliqué. Donc on est passé par des VPN. Et pour la sortie, par contre, on va avoir une zone réseau qui va être dédiée en fait, à la sortie vers Internet, qui est un peu plus sécurisée, qui va nous permettre de pouvoir au moins aller proxifier les dépôts qu'on a besoin, les dépôts APT, les dépôts Docker, etc. Imaginez, pour APT les dépôts, ça c'est fun, comme type d'infra, c'est génial. Bref, pour récapituler, pour la sécu, toutes les questions qu'on a posées, la réponse ça a été ça. Non. Globalement, la plateforme qu'on a, on a arrêté de poser des questions à un moment, soyons clairs. Et puis alors, là on ne va pas trop en parler, mais les certificats propriétaires qui ne sont pas installés par défaut sur les VM, surtout quand vous devez configurer APT pour utiliser votre propre certificat pour qu'il aille sur Artifactory, parce qu'en bref, je vous passe le truc, en plus tout ça est authentifié, on a pas mal de boulot. On se dit,
Ok, on va prendre toutes ces contraintes et on va continuer à réfléchir à tout ça. Donc là, on se relaxe un petit peu, on se dit, on n'a pas que des bonnes nouvelles, et on commence un peu à se poser des questions sur l'outillage qu'on va utiliser pour monter cette infrastructure et la configuration de ces outils, histoire de se faire un peu plaisir. Hein. On reste des développeurs et des ops, on aime bien bidouiller des trucs. Notre première intuition autour de tout ça, ça va être du Terraform. Ça reste un standard pour montage d'infra, du Docker Compose. Ça va quand même nous simplifier la vie. Hein. Je ne sais pas qui a déjà fait que du Docker pur pour gérer une infra complète. C'est pas drôle. On va passer du Docker Compose et du Bash. Du Bash parce que forcément, on en a toujours un peu besoin. Au niveau de l'organisation du code, on s'est dit on va faire, soit on met tout dans un seul dépôt, on n'a pas trop de trucs, soit on fait un dépôt par outil. Ça va être un peu chiant, mais ça se fait quand même. C'est un peu gros, mais au moins ça va être cohérent si on a un seul dépôt. Pour l'infra, c'est parfait. On n'a que 5-6 outils à déployer sur les VM. Avec Docker, ça va aller relativement vite. On n'a pas trop de besoin en provisioning, du coup. Donc, pas forcément de Ansible ni de Puppet. Et puis, pour les configurations, soit du fichier de conf, soit du bash, ça va suffire. Et on continue à creuser un petit peu notre réflexion autour de tout ça. Et puis, on commence à se dire, OK, mais malgré tout, on va avoir une partie qu'on ne voit pas là. On a nos outils de base, en tout cas tout ce qui est visible par les utilisateurs. Et si on creuse un peu le sujet, on va voir d'autres choses. Alors, petit disclaimer pour la suite, comme vous pouvez le comprendre, c'est un Rex. Hein. Il y a certains choix qui n'ont clairement pas été ouf. Il y a certaines exigences qui ont été demandées par le client. Donc, on n'a pas eu le choix de le faire. Et il y a certaines décisions qu'on a prises qui étaient cool au début, puis qui nous ont posé plein de problèmes après. Voilà. Déjà, ce qu'on va faire, on va commencer par les environnements dont on a besoin. Ok, donc on passe de 3 outils à 5 environnements différents. On a besoin d'un environnement de test pour nous, pour évaluer un peu ce qu'on va développer. Un environnement de prod, évidemment, pour les équipes de réalisation. Un environnement d'administration qu'on va isoler, parce qu'il y a tout le code de l'infra dedans. D'un point de vue sécurité, il faut vraiment le décaler. On a évidemment nos backups, qu'on va mettre ailleurs. Et la petite zone proxy qui va nous permettre de sortir vers Internet. Là, on commence à se dire ça va être relativement drôle à implémenter tout ça. Ça change quand même de nos 3 pauvres services à déployer. Et là, en regardant ça, on se dit, OK, on va avoir de la gestion d'environnement, on va avoir du réseau, on a quand même malgré tout un tas de VM à déployer. On sent qu'un seul dépôt de code ou deux, ça va être un peu velu. Ça risque d'être chaud. Donc là, à ce moment-là, on est un peu comme ça. On garde en tête qu'on veut gérer tout ça as code, donc toute l'infra, toute la sécu, et on ne sait pas trop par où commencer. On parlera de notre équipe après. On ne sait pas trop par où commencer, et ce qu'on dit, on va commencer par le plus bas, on va commencer un peu par les contraintes générales, et on va remonter. Le truc commun, généralement, c'est qu'on a de la VM. Donc on va essayer d'avoir une conf de VM qui est plutôt générique, dont la partie sécurisation de Docker. Je ne sais pas, vous m'avez déjà vu probablement, je donne une conf sur la sécurisation de Docker sur l'anti. Au moins, allez lire le guide, il est passionnant. Il va falloir aussi sur ces VM mettre les clés SSH, au moins pour qu'on puisse au début pouvoir travailler dessus, et déployer les certificats. Et là, on commence à se dire, OK, alors autant pour le début, on peut créer des ISO pour pouvoir configurer les VM, autant les certifs, ça va être chiant. Si on les met de base dans les images, il va falloir redéployer les trucs à chaque fois qu'il y a des changements de certificats. Bref, on commence à se poser la question, est-ce qu'on le fait au provisioning, est-ce qu'on fait à la création de l'image, bref, voilà. Puis il va falloir créer des disques, parce qu'il va falloir stocker les informations quand même. Donc là, ok, c'est de l'infra, mais il faut aussi les chiffrer, ces disques, pour des raisons de sécurité. Donc là, on les fait quand? On le fait au provisioning, on le fait à l'infra. Il faut les monter, évidemment. Donc là, pour la VM, on se dit, soit on a une image de base à maintenir, qu'on va devoir mettre à jour régulièrement, soit il va falloir rejouer toutes ces configurations sur chaque VM de l'infra à chaque fois qu'il y a une modif. C'est pas cool. Avant de passer aux couches réseau, je crois qu'on a quand même oublié quelques éléments. Vu qu'on n'est pas sur du SaaS, qu'on n'a pas d'accès Internet, il va falloir quand même qu'on s'équipe un peu pour gérer cette plateforme-là. Ça va nous permettre aussi de voir quelle approche on va employer en termes d'organisation du code. Ça, globalement, c'est la vision utilisateur. Mais en vrai, si on veut avancer un peu dans cette conférence et qu'on ne veut pas avoir affaire à un gros Jackson Pollock à la fin, on va travailler un peu sur ce schéma-là. Déjà, on va virer les flèches, on va virer les détails. Oui, ici, l'utilisateur est un détail. Il ne sert à rien. On va faire un petit peu de place, on va réduire les blocs. Voilà, déjà, à partir de là, ça va être un peu plus simple. On va pouvoir ajouter les outils dont on va avoir besoin. Déjà, GitLab, il ne vient pas tout seul. GitLab, il vient avec ses runners. Ensuite, on a un SCA, X-Ray pour Artifactory. Il y a des bases de données pour les outils. Pour gérer les secrets, on rajoute un Vault. On a besoin d'envoyer des mails aussi,
parce que du coup, on n'a pas d'accès de mail provider, ou en tout cas de quoi faire sortir les mails, donc on rajoute ça. On va malgré tout avoir besoin de nous connecter à tout ça, donc on va rajouter un bastion. Et puis tout ça, il faut le monitorer aussi, donc on va mettre un Zabbix. Et Zabbix, c'est bien, mais c'est pas suffisant quand on veut faire un peu plus fin. Donc on va rajouter une petite stack ELK qui nous rajoute 5 belles VM d'ailleurs dans l'histoire, qui nous sert aussi doublement de monitoring avec Zabbix. Comme ça, si on a Zabbix qui tombe, on a ELK qui nous prévient que Zabbix est tombé, et vice-versa. Là, tout va bien. OK. On se dit, avec du Docker Compose et une ISO de base, ça va le faire, ça va pas être si compliqué que ça à mettre en place. Mais avant de prendre des décisions importantes sur l'organisation de notre code, je pense qu'il nous manque quand même quelque chose d'assez important, le réseau. Parce que c'est bien d'avoir des outils, mais maintenant il faut qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres en prenant en compte toutes les contraintes de sécurité et les ouvertures de flux qui vont bien. Donc on va déjà commencer par organiser un peu tout ça. On a fait une conf par bulle. En gros, on a regroupé les outils par usage. Ça nous a simplifié la vie au niveau des stratégies d'adressage. Et pareil au niveau des filtrages d'adresse IP et des communications. Mais comme on n'est pas des bêtes et qu'on a quand même des contraintes de sécu fortes, on se dit tout ce qui va être réseau d'administration ne doit pas être sur le même réseau utilisateur. Typiquement, ce que ça sous-entend, c'est que les adresses IP utilisées par les utilisateurs finaux n'auront pas le port 22 d'ouvert. Un autre réseau qui va gérer tout ça. Mais ça veut dire aussi 2 cartes réseau par VM. Alors je vous parle, on a eu quelques problèmes de sens de montage des cartes réseau, bref, c'est toute une histoire. Et en plus, il va falloir du coup faire corréler tout ce qui est port ouvert des Docker Compose avec les ports ouverts aussi au niveau du réseau. On n'est pas des brutes non plus, donc les adresses IP, on les mémorise pas très bien. On va mettre un petit serveur DNS là-dedans qui va nous simplifier la vie. Des pare-feux, L3, L4 et L7 pour protéger l'ensemble des communications. Lui, il est central, il y a tout le monde passe par lui, de toute façon. Toutes les communications interbulles passent par lui. Et c'est pareil, sur Lib, du coup, on a un double champ d'adressage à gérer. C'est assez évolué. Et puis, évidemment, vu qu'on a des communications avec les autres environnements, eh ben, on a aussi des pare-feux qui vont sortir. En réalité, on n'en a pas autant. On en a au moins un central qui permet de faire les communications internes et on en a un seul qui gère toutes les sorties vers les autres environnements et vers Internet. Et dans la réalité, il faudrait. Voilà. Donc, je vous disais, on avait besoin de faire un peu de place sur le schéma, sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Ça, c'est grossièrement tout le plan d'adressage et les flux de communication. Mais ça, il faut le faire 4 fois. Alors pourquoi 4 fois? Alors, je ne me suis pas amusé à faire des schémas réseau de chacun, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des gros copier-coller. Que 4, parce que notre environnement de test et notre environnement de prod est prêt, et sont similaires. Donc voilà, ça, il faut le faire 4 fois. Là, on commence à se dire, OK, sur la partie provisioning et infra, ça va être quelque chose de sympa. En plus, on a prévu de rien faire à la main. Là, niveau techno, on se dit Terraform, OK, l'outil est prévu pour. Par contre, Bash, pour toute la partie conf, ça va être un peu touchy, quoi. Niveau organisation, on se dit un dépôt par outil, ça va être sympa. Par contre, on voit qu'il y a quand même pas mal de dépendances entre les différents outils au niveau de quand est-ce qu'on va les déployer, etc. Et une approche globale avec tout dans le même dépôt de code, ça va quand même donner quelque chose de relativement gros. Mais par contre, avant même de parler de tout ça, on a quand même oublié un truc relativement important, c'est que notre forge, elle doit rendre service à des utilisateurs quand même. C'est pas juste un délire d'ops, il faut que ça marche. Nos utilisateurs, c'est quoi? On a à peu près aujourd'hui 256 projets sur la plateforme qui sont répartis dans 81 groupes et sous-groupes GitLab pour à peu près 174 utilisateurs humains. Je précise bien humains parce qu'on a tout un tas de bots et d'éléments comme ça. Et je ne vais pas les compter parce qu'on serait à plus de 300 ou 400. Et voilà. Mais d'ailleurs, ces informations-là, elles viennent d'où, en fait? D'où proviennent ces utilisateurs et ces projets? Globalement, chez nous, ça marche comme ça. On a des chefs de projet qui nous demandent de créer des nouveaux environnements de travail. Donc, des chefs de projet qui viennent et qui repartent, des projets qui arrivent et qui repartent. Et tout ça, malgré tout, ça a un impact sur la configuration des outils. Si on ne veut pas s'amuser à tout faire à la main, il va falloir qu'on automatise tous ces éléments-là. Sur les projets, on a des projets qui sont neufs, on a des projets qui sont importés, donc on a des trucs hyper vieux et des trucs tout beaux, tout propres. Et on a aussi des utilisateurs. Alors, globalement, c'est plutôt des développeurs qui ont des droits, des rôles. C'est pareil, ce sont des personnes qui arrivent, qui repartent, qui sont associées à des projets. Là, on commence à se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un IDP quand même pour pouvoir s'authentifier sur tout ça? En gros, tous ces éléments-là, c'est des trucs qui sont bons et qui reviennent. Les projets, les utilisateurs, les chefs de projet, etc. Et on voit aussi qu'on a assez peu de contrôle sur ces modifications-là.
autant toute la partie infrastructure provisioning, nous on a la main dessus, on sait quand on peut déclencher tout ça. Par contre, sur les users et les projets, c'est pas la même chose. Alors que ça a un impact sur les différents produits. On ne va pas pouvoir gérer cette partie-là de la même manière que le reste. Et là, on commence à sentir qu'on a des cycles de vie différents, en fait, entre les différentes ressources qu'on va avoir à approvisionner. Du coup, maintenant, on a nos schémas, on a nos sources d'informations, normalement, on a tout. Donc, on va pouvoir s'y mettre. Mais en fait, il reste encore un élément qu'on doit voir, c'est notre équipe. On ne va pas gérer notre organisation de code et la façon dont on va maintenir tout ça de la même manière si on est 5 ou si on est 50. Ça, c'est sûr. Nous, dans notre équipe, on est 7 personnes à peu près dans la matrice, tous avec des niveaux relativement différents. On a globalement 3 admin 6 et 3 archis logiciels et techniques. Et on a un peu un chef de projet qui est relativement technique d'ailleurs et qui touche un peu à tout. On a ça, et du coup, on ne sait pas encore comment on va s'outiller. Il faut qu'on choisisse dans tout ça. OK, Terraform, c'est sûr, on va y aller. On a un outil de provisioning qui est imposé par les équipes de sécu qui s'appelle SaltStack. Si vous ne connaissez pas, c'est un équivalent de Ansible, Puppet, Chef. N'y allez pas, hein, c'est un vieil outil qui n'est pas hyper maintenu. Il a des avantages, mais non. Et du Bash, on va en avoir besoin, ça c'est sûr. De toute façon, Bash, on ne pourra pas s'y passer. Et on aura peut-être besoin d'autres trucs. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a implémenté? Il faut qu'on prépare l'hébergement. Donc la création des comptes, des tenants, les choix des images de base et le déploiement des VM. Ensuite, par VM, on va devoir faire de l'hardening de configuration, monter des disques chiffrés, configurer toute la partie sauvegarde, la partie sécurité au niveau de Docker et toute l'installation des outils de monitoring associés. Et toute la partie conf réseau à faire aussi. Donc les VLAN, les chemins de com, les DNS, les configurations des firewalls dans l'interne et en externe, l'assignation des adresses IP, reconfigurer les DNS parce qu'on se gourre toujours à un moment, configurer les bastions, configurer le monitoring. D'ailleurs, côté provisioning, parce que là on est encore sur la partie réseau et la partie relativement couche basse, provisioning, va falloir les déployer, ces outils. Ces outils-là, ça commence à se corser un petit peu. En particulier parce qu'on a un gros problème de dépendance. On a un problème de poule et de l'œuf. Clairement, quand on a nos GitLab qui a le code qui nous permet de déployer GitLab, c'est pas drôle. Pareil, il faut bien déployer Vault avant de lancer tout le reste parce que c'est Vault qui va accueillir tous les secrets. Autant vous dire que pour les premières installations, la partie cold install, il y a 2-3 outils qu'on a quand même déployés à la main. On n'a pas eu trop le choix, ou en tout cas on l'a fait sur nos postes. Globalement, après, il va falloir installer les Docker Compose avec les bons volumes, installer les certificats, racines, partout, faire une corrélation du coup entre les ports qui sont ouverts au niveau des Docker Compose et les flux au niveau des firewalls, déployer toutes les configurations environnementales et lancer les scripts d'init. Ça, c'est pour la partie déploiement. Puis il va falloir gérer les secrets. Parce que les secrets, il y en a tout un paquet malgré tout sur ce genre de structure. Il y a toutes les connexions aux bases de données, il y a les comptes d'administration, il y a tout un tas de choses, et ça, il faut les générer, les stocker dans Vault et pouvoir les récupérer pour aller les déployer après sur les machines. Et il y a tout un tas d'autres trucs, les scripts d'init, comme je l'ai dit, les configurations de l'envoi des logs, évidemment, et la configuration globalement du monitoring. Sur la configuration des outils, maintenant que nos outils sont installés, on a un truc qui marche et qui peuvent communiquer. Il faut bien que nos utilisateurs puissent accéder à ces outils et puissent les utiliser. Donc il va falloir les configurer. Là, généralement, par outil utilisateur, on va avoir 2 typologies de configuration. Les confs plutôt générales et les confs par projet, par produit, par utilisateur. Et là, on voit aussi qu'on confirme le fait que ça ne va pas se faire au même moment, ni dans le même cycle de vie. Côté GitLab, typiquement, on va avoir les confs de base avec les push rules, on va avoir la configuration des merge requests, toutes les variables d'environnement génériques, les comptes d'administration, les runners. Et après, par projet, il va falloir créer les dépôts Git, tout ce qui est environnement spécifique, tout ce qui est accès, permission. Et pour les utilisateurs, vu qu'on a des besoins en TOUFA, c'est pareil. TOUFA, c'est très drôle à configurer automatiquement. Sonar, idem. Typiquement, les confs globales, c'est les quality gates, c'est les mêmes pour tout le monde, vous n'avez pas le choix. Et puis, il va falloir créer les groupes, il va falloir créer les permission templates, etc. Et là aussi, on se dit qu'on commence à avoir aussi des dépendances entre outils. Typiquement, les VAR, pour pouvoir communiquer avec Sonar, il faut que GitLab ait la connaissance des tokens d'accès. OK, donc là, ça devient important. Côté Artif, c'est pareil. Configuration générale, Xpray, les repos remote qui nous permettent de sortir vers les dépôts sur Internet. Et puis, on va avoir toutes les confs par utilisateur et par projet. Et là, pareil, côté par projet, c'est sympa, mais on a plusieurs technos. Donc, les dépôts qu'on va créer sur Artifactory,
on va peut-être avoir du Maven, peut-être du Docker, peut-être du Node, peut-être du NPM, etc. Et les comptes de service. Et puis côté Vault, c'est pareil. On a décidé de stocker tout dans Vault, mais il ne faut pas que tous les projets aient accès à tous les secrets. Donc il va falloir créer des policies, il va falloir créer côté GitLab les authentifications pour qu'ils puissent aller chercher les bons secrets avec l'authent JWT, etc. Voilà, ça c'est l'ensemble des configurations qu'on va devoir gérer. Maintenant, il faut organiser tout ça. Donc là, on s'est dit, ok, on a plein de trucs à faire, on n'est pas non plus des stars en Ascode. On va regarder un petit peu ce qui se fait aujourd'hui quand on parle d'infra Ascode, de configuration Ascode. Globalement, il y a une approche qui est l'approche plutôt orientée outillage. C'est un peu le classique qu'on va retrouver, où chaque outil va porter en fait sa configuration complète. Donc, on a l'infra, on a le delivery. Nous, on va poser des règles quand même pour qu'il y ait une certaine sécurité ensemble. Ça, c'est cool parce qu'en fait, il y a une certaine autonomie par outil. Globalement, sur cette approche-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une cohérence pour chaque outil. Ça veut dire qu'il se tient tout seul, il n'est pas dépendant d'autre chose, ça c'est plutôt cool. C'est exactement ce que je viens de dire. Et c'est quelque chose qui est relativement propre à gérer. On a un outil, on a un dépôt. Voilà, c'est aussi simple que ça marche bien. Nous, ça nous ferait à peu près une trentaine de dépôts Git où on va aller déposer nos confs là-dedans et tout autant de CI associés, ça se gère bien. Par contre, il y a quelque chose qui est plutôt gênant avec ça, ça va être toute la partie partage de code. Vu qu'on a une trentaine de dépôts indépendants, si on veut faire du partage de code, ça peut être un peu velu à gérer, d'autant plus qu'au niveau des technos, il y en a qui le font bien, il y en a d'autres, c'est plus compliqué à gérer. Ça nécessite malgré tout d'avoir des compétences sur toutes les couches. Parce que là, on parle quand même de l'infra, de la config des VM, jusqu'à la partie configuration utilisateur. Voilà, ça dépend du niveau de chacun. Et on a une cohérence générale entre les différents outils qui reste relativement faible. Parce qu'il y a des outils qu'on va travailler régulièrement, et il y en a certains, on va quasiment jamais y toucher. Donc, il va falloir quand même réussir à les maintenir de manière générale. Mais surtout, la plus grosse problématique qu'on a avec ça, c'est la gestion de la dépendance des configurations entre les outils. Par exemple, quand on doit ajouter un utilisateur sur la plateforme ou un nouveau projet, ça va globalement toucher 4 outils, qui va être GitLab, Sonar et Artifactory et Vault. Mais on sait qu'il va falloir d'abord générer les access tokens de Sonar, d'Artifactory, de les stocker dans Vault avant de partir dans la configuration GitLab pour leur fournir les bons access tokens. Bref, on voit que ça commence à être velu, même si c'est vrai qu'avec du triggering de CI, ça se gère plutôt bien. On a un autre problème aussi avec ça, c'est que si on a à mettre à jour les certificats, on fait quoi? On va rajouter et mettre à jour les certificats sur tous nos dépôts de code et puis redéclencher tout? Non, on voit que ça ne se tient pas. Ça serait un enfer clairement à gérer. L'impact, il est relativement important. Donc voilà. On va regarder une autre typologie d'approche dont on a entendu parler, qui est plutôt l'approche landing zone. Ça, c'est ce qu'on va retrouver généralement quand on a des équipes qui vont gérer toute la partie couche d'infrastructure, de monitoring et la gestion des accès pour mettre à disposition des structures, ou en tout cas de l'hébergement pour d'autres équipes. C'est souvent une équipe dédiée qui gère ça, donc c'est plutôt pas mal. Côté admin 6, en gros, ceux qui gèrent ça, on a 2 dépôts de code à gérer. Il y en a un où il y a vraiment toute l'infra dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et il y en a un autre, en fait, on va plutôt mettre à disposition un catalogue que les autres équipes vont pouvoir utiliser. Et côté projet, globalement, ça ressemble vachement à ce qu'on avait avant, sauf qu'en fait, on a appuyé sur un catalogue. Donc techniquement, les couches basses, on ne va pas trop y toucher, mais on reste relativement libre sur le reste de la configuration. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une approche qui est relativement cool, parce qu'on a une décorrélation en fait, entre grossièrement le fonctionnel et le technique. Et on a quand même une cohérence au niveau de l'infra qui est plutôt sympa. On a une vision d'ensemble qui est plutôt bien. La sécurité, tout est géré au même endroit, donc ça c'est plutôt rassurant. Par contre, ce qui est un peu gênant avec cette approche-là, c'est que nous, côté Forge, en fait, on déploie toujours la même chose. On n'a pas besoin en fait d'un catalogue comme ça. Et c'est des outils qui fonctionnent ensemble. Donc on n'a pas non plus besoin de faire de l'isolation ou des trucs aussi importants que ça. Malgré tout, c'est beaucoup de travail de développer un catalogue. Je rappelle, on est 7. Développer et maintenir un catalogue en plus de tout le reste, ça ne va pas être possible. Et en gros, ça ne correspond tout simplement pas à notre besoin. On est trop petit et ce n'est pas nécessaire parce qu'en plus, on n'accueille pas d'autres équipes. C'est nous qui gérons ça. De toute façon, chez nous, touche à absolument tout.
Si l'authentification GitLab change, il va falloir régénérer les comptes de service, il va falloir modifier Artif, il va falloir modifier Sonar. Quand on déploie un nouvel outil, il va falloir modifier l'infrastructure, il va falloir provisionner et il va falloir configurer les accès pour les différents projets. Du coup, est-ce que la solution, ça ne serait pas du monorepo? Monorepo, au moins, à chaque modification, on a une vision globale sur l'ensemble de ce qu'on a sur notre forge. Et on peut mettre des garde-fous. La cohérence, elle est géniale. Par contre, soyons clairs, non. Parce qu'à chaque utilisateur, est-ce qu'on rejoue tout? Non, ça ne nous intéresse pas. Même avec des astuces, ça reste une complexité qui est relativement accrue. Le branching Git, il est clairement... On ne sait pas trop comment on va faire. Et de toute façon, monorepo, on ne sait pas faire. On sait que ça se fait très bien dans certaines équipes, mais nous, on ne sait pas faire. On a une forge à développer. On ne va pas se lancer dans la découverte de ce genre de petites choses maintenant. Où on s'est posé la question, tout ça, c'est une approche qui est relativement statique, en fait, de la configuration. Est-ce qu'on ne peut pas voir une manière un peu différente, en abordant plutôt une approche plutôt opérationnelle? On s'est posé des questions d'une manière un peu différente, qui est qu'est-ce qui nous amène à toucher le code? Et à quelle fréquence aussi? Quand est-ce qu'on va aller modifier tel élément? Quel va être l'impact des modifications qu'on va avoir besoin d'apporter? Et qui est compétent pour toucher à quoi? Pour ça, on s'est projeté un peu sur une timeline et on a regardé. Ok, une mise à jour de Debian, c'est quelque chose de relativement rare. Par contre, c'est un impact global. Toute l'infra est impactée. Et généralement, c'est les administrateurs système qui s'en occupent. Mise à jour d'un outil, alors ça, c'est variable. Ça dépend des outils. Les mises à jour de GitLab, il y en a toutes les semaines. Les mises à jour de Vault, déjà Vault, on ne s'amuse pas à le mettre à jour comme ça, parce que sinon on pète toutes nos CI. Donc voilà, on a une meilleure maîtrise là-dessus. Puis il y a des outils, les mises à jour, clairement, nos pfSense en firewall, il n'y en a plus, tout simplement. Bref, là on voit qu'on a quelque chose de variable, mais malgré tout, c'est des impacts qui sont relativement ciblés à un outil. Ça peut déborder un peu sur les côtés, mais c'est relativement ciblé. Et c'est généralement les administrateurs qui font ça aussi. Modification de réseau. Nous, notre infra, elle bouge quasiment pas. Des outils, on n'en rajoute pas tous les 4 matins. Par contre, si on fait une mise à jour réseau, là, c'est un impact qui est relativement important. Il faut qu'on challenge la plateforme derrière. Ça peut être un peu compliqué, mais on maîtrise ces choses-là. Et l'ajout d'un utilisateur ou d'un projet. Là, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Fréquent où, en fait, on ne sait pas, tout simplement. Des fois, ça ne va pas bouger, puis on va avoir de nouveaux pools de devs qui vont arriver, et on va avoir 10 ajouts en l'espace de 3 jours. Et ce n'est pas nous qui avons la main là-dessus. Ce sont nos chefs de projet qui ont les mains là-dessus. Et là, en fait, si on regarde cette timeline, on voit qu'au-delà de l'impact, c'est en fait surtout la fréquence des modifications qui va changer sur ces différents éléments-là. Et on s'est dit, on va peut-être prendre cet axe-là pour réfléchir à l'organisation de notre code. Donc si on se penche sur de toute façon, soyons clairs, les chefs de projet, ils ne toucheront pas au dépôt Git, donc il va falloir qu'on mette autre chose à place. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a 3 types de fréquences de modification dans notre gestion de notre infra, en tout cas de notre forge. On a les modifications infra, qui sont des choses qui sont relativement rares, mais des choses qu'on maîtrise. Ça veut dire qu'on choisit quand est-ce qu'on veut le faire. Et on n'est jamais pressé par le temps, on a le temps de prendre notre temps, sauf évidemment grosse faille critique Debian ou un truc comme ça où on est un peu plus pressé, mais on le maîtrise. On va avoir les modifications plutôt logicielles. Donc en gros, ça va être les montées de version globalement des outils. Ça, c'est quelque chose d'assez instable, parce qu'on ne sait pas trop quand elles arrivent, mais c'est quelque chose qu'on peut relativement maîtriser à court terme. Un GitLab, c'est pas grave, sauf faille critique, évidemment, si on met 1 semaine ou 2 pour le déployer. On est capable de gérer ça comme ça. Et puis, on a la dernière fréquence, qui est la gestion des utilisateurs et des projets, qui est complètement instable et qu'on ne maîtrise absolument pas. Ça, on peut rien y faire. Et ça doit être fait rapidement. On ne peut pas dire aux équipes, écoute, ton ticket d'ajout d'utilisateur, je le ferai dans 2 semaines. En attendant, on fout le mec à l'arrêt ou la nana à l'arrêt pendant je ne sais pas combien de temps. Non, ça, il faut que ça soit efficace et rapide. Il ne faut pas que ça ait d'impact sur le reste de la plateforme. Donc là, on a 3 temporalités. On a du très fréquent, on a du temps en temps, et on a du rare. Donc ce qu'on a fait au niveau de notre code, c'est qu'on a découpé tout ça en 3 couches, en 3 temps, en fait en fonction des fréquences de modification. Ce que ça donne au final, c'est qu'on a tout un tas de dépôts où c'est des modifications qui sont relativement rares. Globalement, ça correspond à l'infra, au réseau, ça va être le provisioning aussi des environnements, configuration de base des VM,
et les confs spécifiques d'Artifactory, surtout pour pouvoir sortir sur Internet. Ça, c'était important. C'est ici, globalement, qu'on a les problèmes de fait de pool les plus importants, parce qu'on a de la dépendance au niveau des accès, donc ça, c'est un peu velu. Et ici aussi, on a fait toutes les confs générales des outils, les push rules, les machins et tout ça. Ça, voilà. On gère tout ça là-dedans. Au niveau de l'organisation des sources, donc là, on a 4 dépôts. On en a 4 dépôts pour 5 environnements, puisque la prod et la dev, en tout cas, c'est la même chose. Mais voilà, on gère ça de cette manière-là, et là, on a tout mis dans les dépôts. Ça nous permet, en fait, quand on fait une modification, que ce soit du réseau, de l'AVM, des trucs comme ça, d'avoir une vision globale, en fait, sur l'ensemble de ce qu'il y a dans notre forge, sur ces couches-là. Et au niveau d'outillage, comme on l'avait pressenti dès le début, du Terraform pour la SCOD, du Packer pour la création de nos ISO, du Bash, toujours, et du curl, parce qu'on interroge des API. Donc voilà, on va pas oublier curl, hein. On l'oublie souvent cet outil, mais en fait, on s'en sert quasiment tous. Ici, on fait de la CI, et évidemment, enfin je dis évidemment, mais en fait, c'est pas toujours vrai. Par contre, on fait pas de CD. On fait pas de déploiement automatique sur ces trucs-là, parce que comme on disait, les modifications sont rares, et on préfère maîtriser ces trucs-là. Donc c'est pas forcément problématique non plus. Sur la deuxième temporalité, donc les modifications qui sont plutôt variables, mais sur lesquelles on a une maîtrise, donc c'est globalement les mises à jour. Là, on va avoir tout le code de call d'install des outils et une partie de la conf, dont la partie compte d'administration et configuration du monitoring. Et ça, c'est surtout pour les mises à jour. Là, par contre, au niveau des sources, on a gardé cette approche 30 dépôts. Parce qu'en fait, les outils évoluant différemment dans le temps, on a besoin de garder une indépendance en fait, entre chaque dépôt. Les rythmes de mise à jour étant différents entre chaque outil. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Par contre, on a un impact qui est moindre. Quand on fait une mise à jour de Vault, on ne touche qu'au code de Vault. On ne va pas toucher au reste. Clairement, sur la partie call d'install, c'est hyper compliqué de gérer la dépendance. Par contre, pour les mises à jour, ça nous a quand même sauvé la vie pas mal de fois. Et au niveau des technos, comme je disais, du salt stack, de la CI/CD. Alors là, pour le coup, en fonction des outils, il y en a où on est en déploiement automatique, et il y en a où on ne l'est pas. Ça dépend un peu de la criticité du logiciel, et ça dépend aussi de la fréquence de mise à jour. Ça, c'est des décisions d'équipe. Voilà. Typiquement, GitLab, on ne fait pas de mise à jour automatique. Par contre, les runners, on le fait, parce qu'on voit qu'on maîtrise mieux sur cette partie-là. Et puis, on a les modifications fréquentes. Donc ça, c'est les modifications, du coup, qu'on ne maîtrise pas du tout. Là, on a de la configuration qui est vraiment orientée produit. On n'a que 4 outils à toucher. En gros, création de projet ou création d'utilisateur, ou suppression, évidemment. On va toucher ces 4 outils-là. Là, pour le coup, on a fait un programme qui gère le tout, qui est complètement automatisé. Les chefs de projet, ils ont juste à dire, j'ai un nouveau projet ou un nouvel utilisateur. Tout se fait tout seul. Et aussi, on fait le renouvellement des tokens avec ça. Et ça, on en reparlera un petit peu après. Donc là, globalement, on a un dépôt. On a un dépôt de code qui nous permet de gérer toute la configuration de l'outillage à destination des utilisateurs et des projets. Et au niveau des technos, on a géré ça au début avec du Node.js. J'avais fait un petit programme maison, mais autant vous dire qu'avec la complexité, j'ai tout viré. On est repassé sur du Terraform. Ça peut être étonnant d'utiliser Terraform pour faire de la configuration d'outils, mais en fait, la gestion par état de Terraform permet de voir aussi les diffs au niveau quand il y a des modifications des ajouts d'utilisateurs. Comme je vous le disais, on a quand même des contraintes de sécurité assez fortes qui nécessitent aussi de savoir qui a accès à quoi à quel moment. C'est aussi pour ça qu'on est sur du Ascode sur quasiment tout et sur du Git. Et là, actuellement, on est en train de changer encore, on passe sur du Pulumi, parce que Terraform nous pose des problèmes de récursivité qu'il ne gère pas. Donc c'est pas évident. Donc ça, c'est complètement automatisé, on ne veut pas avoir à se taper des tickets d'ajout d'utilisateurs, tout le monde se débrouille avec ça, ça marche plutôt bien. Malgré tout, est-ce qu'on a de la cohérence? Comment on gère la cohérence de tout cet ensemble-là? Le maintien, on va le faire par couche. Typiquement, quand on va modifier de l'infra, on sait que ça va être sur ces 4 dépôts-là. Il y a quasiment que les admin 6 qui y touchent. Ensuite, pour la partie provisioning et config, on a un mélange entre les deux, entre les admin 6 et les gens qui font plutôt, et le reste de l'équipe qui fait plutôt de la configuration d'outils et du déploiement d'outils. Et puis la partie conf qui se fait tout seul, ça c'est les devs qui gèrent ça. Voilà, ils se débrouillent. Ça amène malgré tout une petite compétence, une petite conséquence qui est relativement anti-DevOps, c'est qu'en fait, seules les personnes compétentes touchent à leur couche. On a perdu en fait, avec le temps, cette fait d'avoir la capacité d'aller attaquer toutes les couches sur notre forge logicielle. C'est un mal pour un bien ou c'est vraiment pas bien, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est une conséquence induite par tout ça.
Et puis la partie conf, les CP, de toute façon, ils font leur vie. Mais tout ça, est-ce que ça marche, finalement? Bah plutôt bien, en fait. Ça marche plutôt bien. On applique et on exécute le code que sur les éléments nécessaires. Quand on a besoin de modifier de l'infra, on touche qu'à de l'infra. On ne va pas toucher à la configuration des produits, on ne va pas gérer les versions, on ne va pas tout ça. Quand on veut mettre à jour un GitLab, un Vault, un Artif, bah on touche tout juste le code qui est là, avec les configurations générales qui y sont associées. Comme ça, on est plutôt cohérent sur ça. On ne se retrouve pas avec du code de gestion de VLAN quand on fait une montée de version d'outils, quoi. C'était un peu le but du truc aussi. Voilà. Et l'autre avantage qu'on a avec ça, c'est qu'on a un choix de technologie qui est relativement libre pour chacune des couches. Si on décide par exemple de gérer du GitLab avec du Docker Compose et de l'Artifactory en install direct sur de la VM, on peut le faire. Si on décide de changer Terraform pour l'infra, ben, ça ne va pas toucher tout le reste. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a des inconvénients malgré tout sur cette approche-là? Bien sûr qu'il y en a. Évidemment, comme tout truc, bah, c'est jamais parfait. Les impacts des modifications à prendre en compte. Typiquement, qu'est-ce qui se passe quand on a une modification qui arrive? Parce qu'il y a certaines modifs qui ont plus d'impact que d'autres. Globalement, l'impact, il va se faire dans ce sens-là. Ça veut dire que plus la modification va être du côté de l'infrastructure, plus l'impact potentiel sur le reste va être important. Mais par contre, c'est entre guillemets relativisé et atténué par le fait que les modifications sont relativement rares sur la partie infra et pareil, sont un peu moins rares sur la partie provisioning et du coup, on n'a pas d'impact sur le reste. Et d'ailleurs, merci Docker, parce que Docker nous permet quand même d'avoir une séparation entre les configurations des systèmes d'exploitation et la partie configuration des outils. Et la maintien de cohérence du code dans tout ça. Comment on fait? Alors, côté infra et côté configuration de l'autre côté, c'est pas problématique, parce qu'on a tout au même endroit. Donc, si on a besoin de faire de la refonte ou si on décide de retravailler un peu la structure de notre code, bah, en fait, on va toucher tout de suite. Par contre, c'est vrai que sur la partie provisioning et configuration des outils, c'est un peu plus sport. Parce qu'il y a des projets qu'on va toucher plus fréquemment que d'autres, donc sur lesquels on va être plus vigilant. On voit qu'on a un décalage de toute façon sur notre stratégie d'implémentation en fonction des outils, en fonction de la quantité de mise à jour qu'on va faire dessus. Et surtout, l'autre impact, c'est qu'on a une perte de compétences, comme je le disais tout à l'heure, qui est relativement importante. Et c'est surtout nos affinités professionnelles, en fait, qui vont nous faire travailler sur une couche plus que sur une autre. C'est souvent ça. Après, c'est bien parce qu'on peut aller travailler un peu sur le reste quand on a un peu de temps, mais vous savez que le temps dans notre métier, c'est pas ce qu'on a le plus. Pour conclure dans tout ça, au final, quand vous allez réfléchir à votre prochaine organisation de votre code, essayez de penser aussi à comment ça va être maintenu dans le temps. Pensez au run qui vient derrière. Moi, typiquement, je travaille dans une ESN, on fait beaucoup de builds. Là, aujourd'hui, je fais du run. Je vois que les stratégies qu'on peut avoir au début sur l'organisation du code, bah, en fait, à l'usage dans le temps, elle n'est pas forcément terrible. Donc c'est peut-être un bon moyen de voir aussi comment on gère tout ça, même si ça nous sort un petit peu de nos habitudes. Essayez d'avoir une vision maintenance dans le temps. De notre côté, on a encore des trucs à rendre un peu indépendants. Typiquement, là, je vous ai dit, la gestion des secrets, on s'est rendu compte avec le temps qu'au final, c'est encore une autre temporalité. Le fait de faire du renouvellement de tokens ou des trucs comme ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les fréquences qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit être automatisé, tous les ans, tous les 6 mois, tous les 2 ans, peu importe. Enfin, tous les 2 jours, ça va être un peu chiant. Mais on est en train de réfléchir aujourd'hui à extraire ça dans une 4e temporalité, entre guillemets, tout ce qui va être besoin d'être fait régulièrement, mais qui globalement ne touche pas au reste non plus. Donc voilà. Après, on verra, on choisira peut-être une autre techno d'ailleurs hein, pour faire ça. Peut-être ça, je sais pas, en Python, en Java, on verra, en PHP. Mais tout ça, malgré tout, eh ben, ça marche. Je vous remercie. J'ai été un peu plus vite que prévu. Donc on a 5 petites minutes pour les questions. Est-ce qu'on a des questions? Il y en a une devant. Tout d'abord, merci pour la conférence, c'était vraiment sympa. Juste une question sur les... Tu parlais de temporalité là, pour Volt. Et du coup, la temporalité là, qui va s'insérer avec la NIS 2 là, sur toute la partie certificat, vu que vous êtes en auto-signé et tout. Je ne peux pas en parler pour l'instant. Ouais, c'est ça. T'as des larmes aux yeux déjà. Ouais.
Non, ça va venir. En plus, là, dans le contexte dans lequel je bosse, on a vraiment des contraintes de sécu importantes. Donc, c'est au poil. Merci. Pas d'autres questions? Bah merci. Merci beaucoup.